À moins que vous ne soyez cryogénisé depuis 20 ans ou que vous soyez un tardigrade, vous avez sûrement entendu parler de la série Last of Us. La série est produite par HBO et est créée par Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo originel, ainsi que de Craig Mazin, ou Mazin, le créateur de la série Tchernobyl. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble comment a été écrit la série ainsi que le jeu vidéo Last of Us. Car peut-être comme moi, vous êtes déjà posé la question, comment est-ce qu'on écrit concrètement un scénario de jeu vidéo? Est-ce qu'on a un script, comme un film ou une série? Est-ce que c'est une méthodologie narrative différente? Surtout pour un jeu vidéo comme Last of Us qui est très cinématographique. On va voir ça tout de suite ensemble, mais d'abord, petite présentation des deux auteurs. Craig Mazin est un scénariste né en 1971 aux États-Unis. On lui doit les scénarios des films Scary Movie 3 et 4, ainsi que des films Very Bad Trip 2 et 3. Donc jusque-là, pas de quoi crier au génie. Mais il faut attendre 2019 et la série Tchernobyl pour que Craig Mazin devienne une sorte de star des scénaristes, parce qu'il met tout le monde d'accord avec cette série. Et depuis 2019, après Tchernobyl, il travaille sur la série Last of Us. Neil Druckmann, qui lui est né en Israël en 1978, a été bercé depuis sa plus tendre enfance par les jeux vidéo et les bandes dessinées. Il crée ses bandes dessinées enfant et plus tard, avec des amis, il va même développer ses propres jeux vidéo. Il rejoint naturellement Naughty Dog en 2004 et travaille pour la série Jack, puis ensuite sur Uncharted. Il faut attendre 2013 pour que la boîte lui confie la direction de son propre jeu vidéo. Last of Us sort en 2013 et sa suite en 2020. Vous passe le fait que Last of Us 1 et 2 sont des succès internationaux et on arrive à aujourd'hui avec l'adaptation en série par HBO de Neil Druckmann et Craig Mazin. On va d'abord se pencher sur l'œuvre fondatrice, c'est-à-dire le jeu vidéo, et essayer de comprendre comment est-ce qu'on écrit un scénario de jeu vidéo. Vous vous demandez sûrement quelle est la différence entre le script d'un jeu vidéo et d'un film. Et d'ailleurs, est-ce qu'il existe même des scripts de jeux vidéo? Oui. À la différence qu'il existe autant de formes de scripts qu'il existe de boîtes de jeux vidéo. Tout dépend bien évidemment du genre de jeu et de l'intention narrative qu'il y a derrière. Pour un jeu comme Last of Us qui est évidemment très cinématographique, Neil Druckmann ont opté pour un script de cinéma classique dans lequel ils ont rajouté des annotations de gameplay. Donc sur cet écran, on peut voir que les passages en blanc montrent les cinématiques et les passages en bleu évoquent les parties de gameplay. Le fait de travailler The Last of Us comme un long film démontre d'une envie cinématographique forte et entraîne également d'autres considérations. Le fait que chaque personnage vont avoir des arcs narratifs exclusifs à leur propre histoire et le fait de structurer l'histoire selon certaines règles narratives. La première fois que j'ai entendu parler de Story de Robert McKee, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à étudier le métier de scénariste. Ce livre m'a en quelque sorte époustouflé. Je n'ai jamais pensé à la narration de cette façon, la profondeur dont vous avez besoin pour comprendre les personnages et l'importance de la structure pour raconter une histoire dramatique en peu de temps. Dans cette interview, on voit que Druckmann est très influencé par la structure narrative de Robert McKee qu'il expose dans son livre Story. Donc sans plus attendre, on va se pencher sur la structure du jeu vidéo Last of Us. Quitte à s'inspirer des méthodes de travail des scénaristes, autant avoir sa propre writer's room. Oui, si vous avez vu les épisodes d'avant, comment est écrit, vous savez ce qu'est une writer's room. Et donc Druckmann a insisté auprès de Naughty Dog pour avoir sa propre writer's room. Décidément, j'arrive jamais à le prononcer ce truc. Donc petit rappel rapide, une writer's room c'est un ensemble de scénaristes dirigés par un scénariste principal qui sont enfermés dans une pièce et qui imaginent la future série, le futur film, et dans notre cas, le futur jeu vidéo. Donc toute bonne writer's room a forcément son tableau de liège et ses petits post-it, et donc voici un exemple illustré du tableau de liège qui se trouve dans la writer's room de Neil Druckmann. On va se pencher un instant dessus. On voit que cette première ébauche de script définit les principaux lieux, les différents actes délimités par ce magnifique scotch bleu, ainsi que les principaux événements. Intro Rachel, intro Joël, rencontre avec Tess. Cette structure aérienne permet d'avoir une vue d'ensemble sur toute l'histoire du jeu. Une fois cette structure macro validée, l'équipe est rentrée plus en détail avec une structure vraiment micro de tous les événements. Donc on y voit apparaître une courbe de l'attention et de l'excitation du joueur. On n'en a bien sûr pas parlé, car ce qui nous intéresse ici, c'est avant tout la partie scénario du jeu, mais le défi pour The Last of Us est colossal. Imaginez une narration qui se tient, passionnante avec des enjeux, des révélations, des conflits, des climax, le tout sur une histoire de plus
de 10 heures. Et en plus de tout ça, bien évidemment créer un jeu vidéo au gameplay efficace, level design réussi et tous les éléments propres au jeu vidéo. On comprend un peu mieux l'étendue de l'ambition de The Last of Us. Et c'est là pour moi toute sa réussite. En plus d'avoir réussi un jeu vidéo post-apocalyptique d'horreur, d'infiltration, d'aventure, d'action, la finesse de la narration fait qu'on s'attache énormément aux personnages, notamment Joel et Ellie. On est vraiment impliqué dans l'histoire et évidemment le médium vidéoludique nous permet une immersion totale dans l'histoire de The Last of Us. Les scénaristes en plus ont osé des choses très risquées d'un point de vue scénaristique, qui n'aurait pas tant choqué s'il s'agissait d'un film, mais qui n'avait quasiment jamais été osé dans un jeu vidéo. La scène d'ouverture, par exemple, demeure une sorte de masterclass, soit en termes de gameplay ou en termes d'histoire pure. Mais alors Pierre, si ce jeu est vraiment pensé comme un film de cinéma, à quoi ça sert d'en faire une série ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, je vous le disais juste au-dessus, mais la série a été scénarisée par Neil Druckmann, mais également par Greg Mazin, qui est l'auteur de Tchernobyl. On a vu la façon de travailler de Neil Druckmann, très influencé par Robert McKee, mais on n'a pas encore vu comment travaille Greg Mazin. La méthode de travail du scénariste est vraiment centrée autour du thème principal. La structure est un symptôme de la relation d'un personnage avec un argument dramatique central. Tout au long de la structure d'une histoire, le protagoniste se développera de telle manière qu'il en viendra à incarner l'argument dramatique. Scène après scène, cela se fait en utilisant la dialectique hégélienne qui est un terme fantaisiste pour que votre personnage, une thèse, se heurte à un obstacle, antithèse, et soit changé à travers le conflit, synthèse. Finalement, avec suffisamment de nouvelles synthèses, le protagoniste changera fondamentalement. Greg Mazin, dans des interviews, a partagé une structure classique qu'il utilise et donc je vais vous la partager tout de suite. Le début, le personnage est dans un monde de confort et dans l'ignorance du thème. Par exemple, dans Inside Out, si le thème et les émotions négatives sont utiles, Joy est dans le déni de cette thèse. Incident incitant. Profondément ironique pour évoquer le plus grand effet. Dans le monde de Nemo, Marlon perd tous ses enfants sauf un, et l'incident est la disparition de son dernier enfant. Et enfin, dernier élément de l'acte 1, refus et passage à l'acte. Le refus concerne le protagoniste, cherchant désespérément un retour à la stase dont il jouissait au début. Quand il comprend qu'un retour au confort est impossible, il se lance dans l'acte 2. Acte 2. Renforcer l'antithème que le protagoniste a déjà développé. Par exemple, dans le monde de Nemo, lorsque Marlon part dans les profondeurs de l'océan pour retrouver son fils, la première chose sur laquelle il tombe est une bande de requins. Échappant de peu à la mort, Marlon se sent à juste titre justifié. L'océan est dangereux. On arrive ensuite au point médian. À ce stade, le protagoniste commence à avoir une petite question dans la tête qui lui demande si vraiment ce qu'il pense est la réalité ou s'il n'était pas un petit peu dans l'erreur. Et on arrive ensuite à l'inversion du thème. Au moment même où le protagoniste commence à mordre à l'hameçon, il va faire une sorte de régression et revenir à la thèse qu'il avait depuis le début. Les ténèbres, on l'a déjà vu, c'est vraiment le moment le plus sombre. C'est là où tout semble perdu, où nos protagonistes sont sur le seuil de la mort ou sur le seuil d'un échec total, jusqu'à la catharsis où le héros arrive à se dépasser et il fait face à un véritable moment décisif où il affronte sa peur, ses doutes, ses angoisses et ça va résoudre non seulement l'histoire principale, mais également l'histoire du personnage, et donc ça boucle l'arc du personnage principal. Et la conclusion de l'histoire montre une nouvelle stase où thèse et antithèse ont trouvé un nouvel équilibre. Vous l'aurez compris, donc Mazin utilise une structure d'histoire qui est centrale entre le personnage et le thème, et tout tourne autour de cette relation entre le personnage et le thème. On retrouve beaucoup de chaînons qu'on a déjà vus dans des structures des épisodes précédents, mais on voit également quelques petites nouveautés, notamment ce renforcement du thème pour en faire un noyau central autour duquel la structure va se développer, et ça se rapproche assez de la structure de John Truby par exemple. On a vu les méthodes de travail des deux scénaristes, maintenant il est temps de voir la structure de la série The Last of Us. Voyons comment la vision de ces deux scénaristes a-t-elle convergé et est-ce qu'elle a eu vraiment un réel impact sur l'adaptation de cette série, à quel point ils ont eu des libertés, à quel point ils sont partis dans une direction différente
ou au contraire, est-ce qu'ils se sont vraiment basés sur le matériel d'origine et ne l'ont pas beaucoup bougé? Spoiler, on est plus sur l'option numéro 2. On va analyser l'épisode 1 qui est assez spécial parce qu'à l'origine, c'était 2 épisodes qu'ils ont préféré scinder en un. Donc on retrouve une structure très spéciale où on va pas avoir 3 ou 4 actes, mais 6 actes, qui correspondent finalement à 2 fois 3 actes des 2 épisodes fusionnés pour n'en faire qu'un. J'espère que c'est assez clair. Comme pour beaucoup de séries, on a droit à un teaser où on montre une vieille émission d'un spécialiste qui a l'air de dire que dans le futur, les champignons pourraient être à l'origine d'une sorte d'épidémie mondiale. Acte 1, situation initiale, on découvre Joël et sa fille Sarah, leur gentil voisin, le frère de Joël, etc. Donc on va dire que c'est une exposition de tous les personnages et de la situation initiale. Élément perturbateur, une catastrophe semble arriver en ville. Refus de l'aventure, Sarah est dans le déni jusqu'à ce qu'elle soit confrontée à ses voisins infectés. Et donc c'est le passage à l'acte 2. Un acte 2 très dense qui est sous forme de fuite pour survivre. Sarah, Joël et Tommy restent dans une forme de déni, refusent de voir la réalité en face. Ils fuient en voiture jusqu'à ce qu'un accident les oblige à continuer à pied et à se séparer. On arrive ensuite dans une série d'obstacles, il faut éviter les bouchons, il faut éviter les hordes d'infectés, puis il y a séparation avec Tommy jusqu'au climax de l'acte 2. Un soldat arrête Joël et Sarah. Et l'acte 3 commence dans les ténèbres, le soldat les croit infectés et tire. Sauf que les scénaristes prennent le parti pris de s'arrêter aux ténèbres, il n'y a pas de catharsis, Sarah est mortellement touchée et on a un bond dans le temps. Pas de fin d'acte 3 heureuse ou de catharsis ou de nouvel équilibre. 40e minute, soit presque exactement la moitié de ce premier épisode, on a un nouveau teaser avec un enfant qui semble rejoindre une société qui tente de se maintenir à flot. Et après ce teaser, on arrive à l'acte 1, nouvelle situation initiale. On retrouve Joël et son nouvel environnement, son nouveau quotidien, où il essaye vraiment de survivre. Et on a également l'exposition d'Ellie. L'élément déclencheur, c'est le vol de batterie dont Joël a besoin pour aller secourir Tommy. Nouveaux obstacles pour retrouver la batterie, jusqu'à l'acte 2 et nouveau refus de l'aventure. On veut confier Ellie à Tess et Joël. D'abord réticent, Joël veut finalement l'utiliser afin d'avoir accès à une voiture. Donc acte 2 numéro 2, c'est un miroir du précédent. À nouveau, ils sont en fuite, ils essayent de sortir de la zone de quarantaine. Jusqu'au climax de l'acte 2, un soldat arrête Tess, Joël et Ellie. Donc à nouveau miroir, mais cette fois, Ellie, elle, va se défendre. Et face à la réminiscence du passé de Joël, celui-ci va rentrer dans une sorte de rage et va complètement massacrer le soldat. Et enfin, le twist final, la radio résonne, signifiant que Tommy est en danger. On pourrait y trouver une autre structure en 4 actes, bien évidemment, mais j'ai voulu respecter celle de Craig Mazin et Neil Druckmann pour essayer de coller au mieux à leur vision. Les parallèles entre les actes 2 et 3 de ce même épisode sont super intéressants, c'est des miroirs qui se répondent. Bref, il y aurait beaucoup de choses à dire dans cet épisode 1. Mais déjà, on peut voir qu'effectivement, leur structure et leur système de narration fonctionnent pour cette série. Par exemple, comme je vous disais, dans le teaser de la deuxième partie de l'épisode, on nous introduit cet enfant qui est retrouvé hors de la zone de quarantaine, qui est finalement recueilli. Et dans une série classique, on pourrait supposer que ce personnage aurait une future importance pour la suite. Mais dans Last of Us, cet enfant ne sert qu'à montrer comment Joël est devenu insensible après la mort de sa fille et installe ainsi la thématique, une des thématiques de la série. Vit-on encore quand on ne fait que survivre? Alors cet enfant est finalement exécuté, donc désolé pour le spoil, et Joël dans son travail doit se charger de déplacer le corps de l'enfant sans la moindre émotion. Et voilà, ça fait partie des petites finesses d'écriture de cet épisode 1, et on va voir un autre épisode. Prenons un autre exemple avec l'épisode 3 qui a bouleversé, j'ai l'impression, à peu près tout le monde. Teaser, Ellie et Joël sont en route. Situation initiale, on bascule sur un survivaliste, Bill, qui était préparé à cette fin du monde. Élément incitant, Bill prend dans un piège un autre homme, Frank. Refus et passage à l'acte, Bill veut que l'homme s'en aille, puis finit par accepter que cet homme reste dîner. Acte 2, ils vont coucher ensemble. On est quelques années après, Tess et Joël rencontrent Bill et Frank qui ont une vie de couple presque normale. Et le point médian, leur équilibre est mis en péril quand ils se font attaquer par des pillards, Bill est blessé. Inversion du thème, 10 ans plus tard, c'est finalement Bill qui s'occupe d'un Frank usé, vieux, jusqu'aux ténèbres où Frank demande à Bill de l'aider à mourir. Catharsis, Bill doit décider ou non de suivre Frank dans la mort. Conclusion, la lettre de Bill décide Joël d'amener Ellie aux Lucioles.
Et donc cette structure peut être réutilisée dans la quasi-totalité des épisodes de la saison 1. D'ailleurs, en parlant de saison 1, est-ce qu'une structure globale de toute la saison pourrait se dégager? C'est ce qu'on va essayer de voir. Pour trouver une structure, il faut comprendre le thème principal que développe la saison 1. Tout le cheminement de Joël va être d'arrêter de croire qu'il ne pourra plus jamais aimer et qu'aimer est forcément une souffrance. En gardant en tête la structure de Greg Mazin, avec ce thème comme noyau central, voyons s'il y a une structure pour cette saison 1. Teaser, on va dire que c'est toute la moitié de l'épisode 1 qui montre le quotidien de Joël et Sarah, puis la chute du monde et la mort de sa fille. Le début, c'est le nouvel état de Joël, survivant dans un monde effondré, ainsi que ses relations avec son environnement et sa petite amie Tess. Élément incitant, à la fin de l'épisode 1, Joël rencontre Ellie, une fillette immunisée. Refus et passage à l'acte 2, tout l'épisode 2. Joël veut ramener Ellie, mais Tess insiste. Tess est finalement tuée et Joël décide d'accompagner Ellie. Acte 2, on pourrait penser que l'épisode 3 est décorrélé du reste de la série, mais il vient en fait appuyer l'antithème auquel Joël croit déjà. Aimer quelqu'un ne peut que mal se terminer. Cet épisode 3 sert à la fois d'antithème qui conforte Joël dans son mode de pensée, mais ouvre également un champ des possibles. Oui, Bill et Frank se suicident ensemble, mais ils ont réussi à vivre une vie plus ou moins heureuse. Ensuite, des péripéties. Le lien entre Joël et Ellie se renforce au travers des péripéties de l'épisode 4 et 5. Exposition entre les personnages, attaque de pillards et rencontre avec deux personnages, Henry et Sam. La fin tragique des deux personnages confronte une nouvelle fois le mode de pensée de Joël, tout en développant encore davantage sa relation avec Ellie. On arrive à la saison 1 médian. Le médian, c'est l'épisode 6, qui est un point de bascule où Joël se rend compte que sa thèse ne tient pas si bien la route. Il est attaché à Ellie et décide de ne pas la laisser tomber. Inversion des thèmes. Au moment où Joël décide de sceller son avenir avec Ellie, il se fait poignarder et est entre la vie et la mort. Plus qu'une inversion des thèmes, c'est également une inversion des points de vue. Cette fois, c'est Ellie qui risque de perdre la seule personne qui compte pour elle. Elle se remémore la dernière fois que quelqu'un a compté pour elle. On entre dans les ténèbres avec la dernière ligne droite des épisodes 8 et 9, d'abord la capture d'Ellie par un groupe de cannibales, puis par les retrouvailles entre Ellie et les Lucioles qui se transforment en cauchemar. Pour sauver l'humanité, ils doivent tuer Ellie. La catharsis arrive à l'épisode 9, Joël doit faire face à sa pire peur, son plus grand défi. Sauver Ellie et condamner l'humanité, ou l'abandonner. Conclusion, Joël a sauvé son monde, c'est-à-dire Ellie, et a sacrifié quelque part une chance de sauver l'humanité. Il a menti à Ellie, et alors qu'il retourne auprès de la communauté où se trouve son frère Tommy, ils savent tous les deux que leur relation a changé à tout jamais. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver les liens précieux que nous tissons entre humains? Voilà une vaste question idéologique et philosophique à laquelle essaye de répondre cette saison 1. Même si, je l'avoue personnellement, je me suis un petit peu ennuyé sur la fin de la saison, je ne peux que saluer la finesse d'écriture et le développement de tout le propos et de tout le thème qu'il y a pendant toute cette saison 1. Chaque scène, chaque personnage, chaque épisode est là pour faire évoluer les personnages, pour faire évoluer l'intrigue et la thématique. Donc on pourrait se poser la question effectivement de l'intérêt de reprendre avec une telle fidélité un jeu vidéo qui se suffisait à lui-même. Je sais toujours pas à la fin de la saison 1 si je suis vraiment convaincu par la démarche. Je suis certain en tout cas que ça a ouvert la porte à une très belle histoire à des gens qui n'avaient pas forcément joué aux jeux vidéo. Et rien que pour ça, je trouve que la série réussit son pari. Je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de la série, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like. Moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!